S'il y a bien un art au Japon qui est associé au yakuza, c'est celui du tatouage. Si vous vous promenez dans la rue à Tokyo et que vous voyez quelqu'un de très tatoué, vous allez automatiquement penser que c'est un yakuza. Et d'ailleurs, c'est ce que penserait une majorité de japonais. Et même si les mentalités évoluent aujourd'hui et aussi que de moins en moins de yakuza se font tatouer, mais on y reviendra plus tard, c'est ce qui reste gravé dans l'inconscient collectif. Mais pourtant, il s'agit d'une pratique qui remonte bien plus loin que vous ne pouvez le penser. Bienvenue dans l'histoire du tatouage japonais. Les amis, aujourd'hui on se plonge dans l'histoire d'un art que j'affectionne particulièrement, et je pense que ça se voit, celui du tatouage et plus particulièrement du tatouage japonais. Le tatouage japonais, ou Irezumi, tire ses racines très loin dans le passé. Les premières traces qu'on a retrouvées sur l'archipel japonais datent de l'époque Jomon, qui s'étend de moins 13 000 à moins 400 avant Jésus-Christ, et on suppose qu'à cette époque les tatouages avaient une signification spirituelle et protective. On retrouve des traces de ce qu'on suppose être les motifs de l'époque sur des statuettes, dont les premières ont été découvertes dans la grotte de Fukui dans la préfecture de Nagasaki dans les années 60, mais il y a assez peu d'informations sur de réels tatouages de cette ère qui auraient pu être retrouvés sur des momies ou des corps momifiés lors de fouilles archéologiques. Et on ne peut alors qu'imaginer à quoi ressemblaient réellement les motifs de cette époque en observant les statuettes et les motifs dont elles sont ornées, que ce soit sur le visage, le torse ou les bras. Mais plus récemment, l'artiste tatoueur Taku Yoshima ainsi que le journaliste Ryoichi Maeda ont réalisé deux expositions montrant ce que pouvaient être les tatouages de cette époque et dont voici quelques images. Je vous laisse bien entendu des liens des Instagram du tatoueur et du journaliste, ainsi que toutes les sources dont je me suis servi pour la vidéo dans la description. On trouve encore récemment au Japon des styles de tatouage qu'on peut appeler tribaux, et quand je dis tribal, je parle pas nécessairement du tatouage que tonton Eric s'est fait faire sur le pec en 2003, je parle du tatouage tribal au sens propre du terme, c'est-à-dire issu d'une tribu. Donc je disais, on retrouve des tatouages de style tribaux au sein du peuple Ainu, le peuple indigène originaire du nord du Japon et qui se trouve être en fait les descendants directs des Jomon. Chez les Ainu donc, les tatoueurs ce sont exclusivement des femmes et les tatoués ce sont aussi exclusivement des femmes qui se font faire des tatouages pour des raisons encore une fois spirituelles et protectrices et ce sont des motifs géométriques qu'elles se font tatouer sur les mains et les bras principalement. Elles se tatouent aussi le visage, principalement par des additions de lignes autour de la bouche au fur et à mesure des années et qui commencent très tôt puisque cette pratique commence aux alentours de 6 ou 7 ans. Il faut résister le plus possible à la douleur puisque la croyance est que ces séances de tatouage très douloureuses préparent les femmes à la future douleur de l'accouchement. Et d'ailleurs, il semblerait que ces séances soient une véritable torture et que si les femmes se faisant tatouer ne supportent pas la séance, des assistantes viennent les tenir pour les empêcher de bouger pour pouvoir terminer correctement. Après la séance, les femmes tatouées sont forcément fiévreuses et la douleur et les gonflements les empêchent de manger, boire et dormir correctement pendant plusieurs jours. Aujourd'hui, cette tradition est éteinte depuis le décès de la dernière femme Ainu complètement tatouée en 1998, et même si je trouve ça dommage pour le côté purement culturel, on comprend assez facilement pourquoi, de notre point de vue, le fait de tatouer des petites filles de 6 ou 7 ans peut être assez mal vu dans nos cultures modernes. Mais après tout, c'est une culture très éloignée de la nôtre, hein, qui sommes-nous pour juger ça? On saute un petit peu dans le temps et on se retrouve maintenant à la période Edo. C'est la période qui s'étend du XVIIe au XIXe siècle au Japon et qui est celle où le tatouage commence à se développer de plus en plus et aussi à être associé à la criminalité. C'est à cette époque que le terme Irezumi que j'ai mentionné plus tôt apparaît pour la première fois et il était utilisé à l'origine pour désigner les tatouages qui étaient infligés aux prisonniers et qui servaient à reconnaître à la fois leurs crimes et leurs sentences. Aujourd'hui, le terme Irezumi désigne pour tout le monde l'ensemble du tatouage japonais en général et n'a plus du tout la connotation négative qu'il avait à cette époque. Mais c'est aussi à cette époque qu'un autre type de tatouage apparaît en parallèle, qui s'appelle à l'époque le horimono, qui veut littéralement dire objet sculpté, qui sont ces célèbres impressions sur blocs de bois dont la plus connue que vous avez déjà tous vue, c'est la vague de Kanagawa qui a été peinte par Hokusai. Comme ces tatouages donc sont réalisés par des sculpteurs, c'est à cette époque-là que commence à apparaître dans leur nom d'artiste le préfixe Hori, donc qui veut dire sculpture, et que l'on retrouve aujourd'hui chez encore beaucoup d'artistes japonais, comme par exemple la célèbre lignée des Horiyoshi, dont le célèbre Horiyoshi 3, qui est le dernier à avoir pris ce nom. Et on reviendra un tout petit peu plus tard sur cette lignée qui est très intéressante, puisque Horiyoshi 3 aujourd'hui est le descendant direct d'un des plus grands sculpteurs de cette époque. Et ce qui signe vraiment le début de cette grande époque du tatouage japonais, c'est la publication du Suikoden. Suikoden, c'est la version japonaise du roman chinois Au bord de l'eau, qui raconte les aventures de 108 hors-la-loi héroïques, et dont les personnages principaux sont très largement tatoués pour les rendre, en gros, plus badass quoi. Et à cette époque, pour la publication du roman, des artistes sont chargés de donner leur propre interprétation de ces personnages-là pour illustrer ce roman, et donc de dessiner les personnages ainsi que leurs tatouages.
Le premier illustrateur à l'époque étant donc le célèbre auteur de la vague Hokusai, qui sera ensuite suivi par Kuniyoshi. Et donc si on en revient de suite à Horiyoshi 3, en fait Horiyoshi 3 c'était le meilleur apprenti de Horiyoshi 2, qui lui était le fils de Horiyoshi, qui lui était le meilleur apprenti de deux étudiants de Kuniyoshi. Donc vous voyez qu'en fait sa ligne remonte directement à Kuniyoshi, un des créateurs de cet art aujourd'hui. Et c'est donc à cette époque-là que de plus en plus de Japonais veulent se faire tatouer les motifs de tatouage qui viennent de ce livre-là, et c'est aussi à cette époque-là que ces interprétations des tatouages créeront la base de ce qui est aujourd'hui le tatouage japonais. Peu après cette époque, le style de dessin traditionnel japonais commence à devenir de plus en plus sombre à cause de divers événements qui se sont produits, comme par exemple un très grand séisme à Edo, qui est l'ancien nom de Tokyo, ou des guerres entre shogunat et clan samouraï. Ces événements sont alors peints avec force de détails glauques et sanglants et commencent à influencer tout le courant artistique japonais de l'époque. L'un des artistes d'ailleurs les plus célèbres de cette époque, c'est Kyosai, un des disciples de Kuniyoshi, qui a observé très longuement la décomposition du cadavre de sa femme pour, dit-on, réussir à observer le moment exact où son esprit quitte son corps. On dit même d'ailleurs qu'il aurait tué sa femme dans ce but. Ouais, c'est glauque, hein. À cette époque, la plupart des gens qui se faisaient tatouer étaient d'anciens samouraïs, donc des ronins, ou encore des prisonniers qui essaient de faire recouvrir leur tatouage de prisonnier qui indiquait donc leur peine et leur sentence. Petit à petit, d'autres classes de la population commencent à se faire tatouer, comme les commerçants et les marchands, et par exemple, un pêcheur se faisait tatouer des poissons, des joueurs se faisaient tatouer des dés ou des cartes à jouer, ou encore des geishas qui se faisaient tatouer les bachi, les plectres qui leur servaient à jouer du shamisen. C'est aussi à cette époque que commencent à se former des gangs de tatoués qui commencent à racketter les petits commerçants, et ces gangs prennent à l'époque le nom de Gomi. Et là, pour ceux d'entre vous qui s'intéressent un peu à la culture des Yakuza, ça vous fait fatalement penser au Yamaguchi Gomi, le plus grand clan Yakuza de l'histoire japonaise. Vous voyez, tout est lié. Et enfin, on retrouvait aussi les tatouages chez les pompiers pour qui ils avaient une symbolique de protection, avec des dragons qui étaient censés les protéger contre le feu en échange de la douleur reçue pendant l'acte de tatouage. Devant la recrudescence du nombre de tatouages, en 1804, le gouvernement japonais décrète l'interdiction du tatouage complètement, et cette interdiction ne sera levée qu'en 1948. Et c'est d'ailleurs pendant cette époque, plus précisément en 1878, qu'est né le docteur Fukushima Saichi, qui a consacré une partie de sa vie à collectionner les peaux de personnes tatouées, et qui fera l'objet d'une vidéo qui arrive très bientôt, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas la rater. Alors, cette interdiction n'empêchait fatalement pas les gens de se faire tatouer, mais ça a énormément participé à rendre la culture du tatouage un peu plus underground au Japon. Et paradoxalement, dans le reste du monde, à cette époque, l'art du tatouage japonais a gagné une immense popularité, et beaucoup d'aristocrates américains ou européens se déplaçaient au Japon pour s'y faire tatouer. Et vous allez me dire, et les Yakuza dans tout ça? Eh ben les Yakuza, ils ont adopté l'art du tatouage pour plusieurs raisons. Une des principales raisons étant l'aura intimidante donnée par ces combinaisons de tatouages complètes. Une autre raison, c'est la dévotion à leur statut Yakuza, puisque ces tatouages les catégorisent automatiquement comme Yakuza, et il n'y a donc plus de retour en arrière. D'ailleurs, il y a des symboles propres à chaque clan, et ces symboles leur apportent une certaine protection en prison, puisque uniquement en voyant les tatouages, on sait à quel clan ils appartiennent. Et à ce propos, si la culture du tatouage japonais chez les Yakuza aujourd'hui vous intéresse, je vous invite à aller voir cette vidéo que j'ai tournée il y a 2 ans chez David Rasputin, qui est un tatoueur français installé à Nice, qui a fait son apprentissage au Japon chez un maître du tatouage japonais, et qui a donc tatoué des Yakuza à cette époque-là. Les clans Yakuza ont une relation très particulière avec leur tatoueur, qui est très respecté et estimé par le clan, et l'offensé revient en fait quasiment à offenser l'Oyabun, le chef du clan, et c'est un acte extrêmement grave. Par contre, les tatoueurs ne sont pas affiliés à un seul clan, et il peut même arriver que des tatoueurs japonais tatouent plusieurs clans qui peuvent être rivaux, puisque ce sont des personnes de confiance très discrètes et dont on sait qu'aucun secret ne filtrera à travers eux. Quant à l'interdiction des tatouages dans certains lieux publics au Japon dont on entend souvent parler, eh ben c'est vrai. Dans beaucoup de onsen ou de plages publiques, les tatouages sont interdits pour une raison très simple, on veut éviter les yakuza. Seulement, on peut pas dire qu'on veut interdire le lieu aux yakuza, parce que bon, ça serait dangereux, donc en fait, on dit qu'on interdit le lieu à toute personne tatouée, et on sait qu'on englobe une majeure partie des yakuza en faisant ça. Et d'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, même si vous êtes très fortement tatoué, vous serez jamais pris pour un yakuza au Japon, tout simplement parce que les japonais savent très bien faire la part des choses entre les tatouages traditionnels japonais qu'on retrouve chez les yakuza et les tatouages d'occidentaux qu'on retrouve sur nous aujourd'hui. Il y a quand même aujourd'hui un peu plus d'onsen, surtout depuis les JO, qui acceptent les tatouages, et puis c'est toujours possible de toute façon de réserver des onsen privés. Aujourd'hui, l'art du tatouage japonais s'occidentalise de plus en plus, et la technique traditionnelle, le tebori, tend à disparaître au profit des machines à tatouer classiques. Il reste quand même encore aujourd'hui des artistes qui pratiquent le tebori, et dont je vous invite à aller voir le travail, je vous en mets quelques-uns par là, et je vais aussi en mettre dans la description.
Et puis on a la chance d'avoir des artistes en Europe qui ont été initiés à cette technique, comme encore une fois je me le répète, David Anis, qui m'a donc tatoué en 2021, et je vous invite à aller voir la vidéo du processus. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite encore une fois à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Une grande partie de la vidéo, je l'ai écrite en me basant sur ce livre-là, donc je vous mets le lien Amazon dans la description de ce livre s'il vous intéresse. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.